mes collègues et vous renouveler vraiment mes plus chaleureuses et sincères félicitations pour votre désignation à la présidence de l'Agence nationale de cohésion des territoires qui a occupé notre début de matinée, à laquelle nous attachons beaucoup d'importance et qui fait l'objet, monsieur le directeur le sait parce qu'il avait entendu dans ses anciennes fonctions, qui fait l'objet de la part de notre délégation d'une filature bienveillante et exigeante, monsieur le Président, puisque nous sommes au Sénat pleinement conscients de la nécessité que la production de lois liées à des nécessités doit être très bien réfléchie, mais doit aussi faire l'objet d'évaluation. Et la délégation aux collectivités et à la décentralisation, compte tenu de son ADN, ne peut que porter beaucoup d'intérêt et d'attention à cet organisme que vous avez l'honneur et le bonheur de présider. Je salue monsieur le directeur de l'agence que nous avons connu dans d'autres fonctions. Donc nous nous réjouissons de votre binôme et nous avons donc ce matin entendu avec un très grand intérêt le rapport qui a été commis, si je puis dire, par nos deux collègues Céline Brulin et Charles Guené. Charles Guené étant le seigneur de l'affaire, si je puis dire, comme on dit dans les entreprises, non pas en raison de son âge, mais parce que c'est lui qui, depuis la création de l'ANCT, porte ce souci avec beaucoup d'expertise et de vérité, le suivi de l'ANCT. Donc, ce que nous constatons, de par notre expérience de proximité avec les territoires que vous partagez largement, parce que vous êtes encore, j'ose pas dire un actif de la territoriale, mais plus que nous, compte tenu de la fin du cumul des mandats, c'est le besoin d'ingénierie des collectivités. Alors, je fais une formule générique parce que naturellement, le besoin peut varier selon la nature du besoin d'ingénierie, selon la taille de la collectivité, l'existence d'agences d'ingénierie locale, qu'elles soient départementales ou intercommunales, mais que ce besoin, il est de plus en plus pressant parce qu'il y a une complexité et un entrecroisement des problématiques qui fait qu'auparavant, l'élu pouvait rapidement s'engager dans l'action, mais qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir une réflexion plus systémique et une réflexion aussi sur l'efficience de l'action et de l'investissement que l'on va faire. Et qu'en même temps, le besoin augmente et qu'il y a sans doute pas un déficit d'ingénierie, moi je ne le qualifierais pas comme ça, mais il y a une absence de lisibilité pour un certain nombre d'élus locaux, nos collègues l'ont dit, ils ne savent pas où s'adresser, il y a une multiplicité, on va dire, de guichets, et que les élus qui sont dans l'attente de services et de simplification, eux, ils aiment pouvoir s'adresser à leur préfet et à leur sous-préfet pour que celui-ci puisse agiter, organiser ou coordonner ce que j'appellerais le back-office pour que l'État vienne compléter l'accompagnement des collectivités. Donc l'ANCT a été créée ici au Sénat, à l'initiative du Sénat, confirmant la nécessité et le besoin d'ingénierie. Cette agence, elle est jeune. Elle a été elle aussi touchée dans son développement par le Covid. Elle fonctionne, je crois, très bien là où il y a des programmes Petites Villes de demain ou d'autres. Et puis, il y a aujourd'hui une évaluation qui est, je crois, assez partagée sur l'évolution qui pourrait être donnée. Donc, nos collègues ont eu beaucoup de questions, Monsieur le Président, à la suite du rapport. Sachez que pour nous, quand je disais une filature bienveillante et exigeante, j'ai tout résumé, Monsieur le Président. Nous ne faisons pas partie de cette catégorie
de personnes qui critiquent systématiquement en disant c'était mieux avant, vraiment c'est pas bien, c'est pas à la hauteur. Néanmoins et cependant, nous nous permettons d'avoir ce regard critique que tout parlementaire devra avoir, au sens où nous reconnaissons l'utilité, nous ne nions pas l'efficacité, mais que je pense qu'aujourd'hui, l'heure est, enfin, je veux dire, l'heure est venue vraiment de se dire que nous ne pouvons plus aujourd'hui nous dispenser d'une efficacité, de l'accompagnement de l'État, des collectivités pour que l'efficacité de l'action publique soit au rendez-vous et qu'il faut que les choses soient simples et efficaces. Donc, Monsieur le Président, vous venez de prendre votre fonction, Monsieur le Directeur aussi, donc vous savez, aujourd'hui, il est reconnu comme extrêmement pertinent de parler de rapport d'étonnement. Donc ma question ne sera pas impertinente, Monsieur le Président, cher Christophe. Voilà, aujourd'hui, à l'aune de ce que vous connaissiez, de votre expérience d'élu dont tout le monde reconnaît la qualité, quels sont vos étonnements ou vos premières réflexions? Je ne serai pas plus longue, sauf peut-être que j'ajouterai une dernière question. Je ne peux pas m'en empêcher, donc je vous la pose maintenant. Alors celle-ci est peut-être impertinente. Elle est en tout cas disruptive. On voit bien, nous avons, à la suite de la crise sanitaire, été amenés les uns et les autres, et d'une manière qui est largement partagée par tous, pour dire qu'il est nécessaire qu'il y ait à un moment une coordination des politiques de l'État et un chef d'orchestre qui ait autorité sur ses musiciens sans reconnaître l'expertise de chacun. Nous avons pour l'ADEME, dans 3DS, voté un référent en la personne du préfet. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il y a sans doute à regarder les choses et que nous avons même osé penser, nous en avons parlé avec le CEREMA la semaine dernière dans le cadre de l'audition que nous avons eue dans le groupe de travail du président Larcher sur l'efficience de l'action publique. Nous avons même osé penser que peut-être que toutes ces agences qui avaient toutes des expertises, qui faisaient un travail remarquable, leur fragmentation, si je puis dire, contrevenait à l'efficience de l'action publique et nous étions... alors nous avons osé parler du mot de fusion. Alors la fusion, il faut voir, mais qu'en tout cas, les choses doivent être déconcentrées, doivent être organisées simplement et il doit y avoir un pilote dans l'avion. Voici, Monsieur le Président, et toute l'amitié que je vous porte, l'audace de ma question. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente, chère Françoise Gatel, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices. Merci d'abord de nous convier à cet exercice. Il y a deux façons d'entendre l'expression que vous avez utilisée, filature. Moi qui suis originaire d'une région industrielle et notamment d'une vallée de textile, je le prends plutôt comme un acte de transformation de matière et non pas comme un exercice de police, parce que ce n'est pas du tout, j'imagine, l'état d'esprit qui a conduit nos deux sénateurs à faire ce travail utile. Je parle ici, vous l'avez rappelé, comme maire, et c'est comme maire que j'exerce la présidence du conseil d'administration de la NCT depuis peu, puisque, comme vous le savez, au sein même du conseil d'administration de cette agence siègent des représentants de différentes associations. Je suis par ailleurs président de l'association des petites villes de France, mais il y a l'association des maires ruraux de France, l'association des intercommunalités, des départements de France, des régions de France, bref, toutes celles et tous ceux qui sont directement concernés par les dispositifs ou les actions que mène en leur direction l'Agence nationale de cohésion des territoires. J'ai observé que votre travail s'est terminé le 13 décembre 2022. C'est le jour même de l'élection au conseil d'administration. Je prends donc ce travail comme un cadeau de bienvenue. Et comme Stanislas Bouron, le directeur général de l'agence, est arrivé, lui, au moins largement avant moi, c'est-à-dire le 5 décembre 2022, je partage ce cadeau de bienvenue avec lui. Je crois que ce qui est important pour répondre aux questions de Madame la Présidente, peut-être sur
l'étonnement et puis sur la proposition que vous faites, c'est de rappeler 3 points qui me paraissent essentiels. Le premier, c'est le texte. Le deuxième, c'est le contexte. Et le troisième, c'est le prétexte. Le texte, c'est important, parce que vous l'avez bien dit, l'acte de naissance de l'ANCT, c'est écrit ici même au Sénat. On a le souvenir de la PPL de Jean-Claude Requier, sénateur du Lot, qui a écrit la première mouture de cet acte de naissance, qui a été nourri aussi par le travail parlementaire ici au Sénat et à l'Assemblée nationale. On a dans ce texte d'acte de naissance, finalement, la définition même de l'ANCT. Et quand on relit avec beaucoup d'intérêt l'exposé des motifs de ce texte de loi du 22 juillet 2019, on voit bien que la grande affaire, et vous l'avez souligné, Madame la Présidente, de l'ANCT, c'est l'ingénierie. C'est d'ailleurs une des premières missions qui lui est attribuée dans cet acte de naissance. Mais cet acte de naissance a été aussi complété par un décret du 18 décembre 2019 qui précise un peu à la fois son organisation, sans bien évidemment contrarier, ça aurait été malvenu, je pense, l'état d'esprit qui était celui des parlementaires qui ont construit, imaginé ce que peut être l'agence dans sa définition et à partir de sa définition dans son action. Je crois que c'est important de commencer par le texte parce que moi je n'oublie pas, et je pense que c'est la vocation même, et les termes ne sont jamais choisis au hasard, l'Agence nationale de cohésion des territoires. Et il est bien écrit dans le texte, dans cet acte de naissance, que les territoires qui sont cibles, ce sont les territoires caractérisés par des contraintes géographiques, des difficultés en matière démographique, économique, sociale, environnementale ou d'accès aux services publics, avec une attention particulière vis-à-vis d'un certain nombre de territoires qui sont notamment repérés à l'échelle européenne, mais aussi, bien évidemment, pour accompagner des projets innovants. Je crois que c'est essentiel et important de ne jamais oublier la vocation et la cible même de l'Agence nationale de cohésion des territoires. J'ajoute qu'un certain nombre d'enjeux ou de définitions de cibles ont été rajoutés par voie d'amendement, et je pense notamment à mon ami et collègue Loïc Hervé, qui a porté une attention particulière sur l'enjeu démographique, parce qu'il n'est pas faux de dire, et vous le savez, un certain nombre de sénateurs ici présents vivent ça dans les territoires que vous représentez, qu'il existe aussi des territoires qui sont dans des phénomènes dits de dépopulation, par exemple. Et je rappelle, encore une fois, c'est aussi dans l'acte des naissances de notre agence, que la première mission, c'est bien de conseiller et de soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements dans la conception, la définition et la mise en œuvre de leurs projets. Toujours dans ce paquet texte, mais je crois que c'est important, il y a aussi une feuille de route. Une feuille de route établie en 2020, et puis aussi un contrat d'objectifs et de performance avec la DGCL, parce qu'il y a une question qui est sous-jacente parfois, à savoir est-ce qu'il s'agit d'une agence ou d'une direction. Il y a la tutelle de la DGCL et il y a, à travers ce contrat d'objectifs et de performance, eh bien, une relation bien établie qui précise et encadre encore plus le rôle et les missions qui sont celles de l'agence. Et puis, s'ajoute à cela une instruction, c'est du 15 mai 2020, en direction aussi des préfets qui, et ça a été souligné, sont les délégués territoriaux de l'agence. Ils sont d'ailleurs aussi délégués territoriaux, et on le sait tous ici, de l'ANA, de l'ANRU. C'est à la fois, on pourrait dire, original, et en même temps, c'est aussi l'assurance d'avoir pour le coup un maillage territorial des plus fins possibles, et avec une expérience acquise. L'ANA, qui est une agence qui date de 1971, ou l'ANRU, qui est un peu plus récente, 2003, on fait, j'ai envie de dire, on a fait l'expérience finalement de ces missions qui étaient confiées à la maille des préfets et à la maille départementale en termes d'efficacité, parce que je retiens que c'est, et c'est bien naturel, l'exigence qu'ont portée nos deux sénateurs sur leur mission. Ça, c'est pour le texte. Le contexte, il est quand même important à souligner, parce qu'il y a un acte de naissance. On est ici presque dans le lieu où tout cela a été préparé, pensé, et
accouché de ce texte, c'est bien normal, on se situe ici dans la Haute Assemblée des territoires et des collectivités, mais il y a quand même ce contexte qu'il ne faut pas perdre de vue. Vous l'avez souligné, et ce n'est pas un épiphénomène. Pleine période Covid. Pleine période Covid, c'est-à-dire, et c'est peu de le dire, et vous l'imaginez, beaucoup de parlementaires ont été en contact permanent avec les préfectures au moment de la crise sanitaire pour, autour des préfets, avec les préfets, réagir parfois sur l'organisation, la gestion même de la crise. C'est dire que les préfets avaient comme priorité numéro 1 la gestion de la crise et de la pandémie, dans un contexte difficile, fluctuant, qui nécessitait beaucoup d'énergie, de concentration, et qui a accaparé l'ensemble des services de l'État pour faire face à un phénomène d'ampleur inédit dans notre pays. J'ajoute à cela le renouvellement des maires. On l'a sans doute peu dit, mais c'est en mars, voire mai, juin, que beaucoup de maires sont arrivés en fonction. Il y a un renouvellement des maires autour de 40%, c'est-à-dire que beaucoup des maires qui arrivaient en fonction, non pas découvraient, mais arrivaient en tout cas en fonction dans une période où, là aussi, de façon parallèle avec les préfets, n'avaient comme unique préoccupation, ou principale préoccupation, pour être juste, la gestion de crise. On a beaucoup évoqué le couple préfet-maire. Le couple préfet-maire avait comme obsession la gestion de crise. Et c'était la première préoccupation. J'ai le souvenir, pour avoir été dans ce cas de figure, que beaucoup de budgets ont été votés en juillet, qu'un certain nombre d'éléments pour lancer le projet qu'ils avaient porté devant leurs citoyens s'est fait un peu tardivement, en tout cas pas aussitôt qu'ils ont été élus. J'ajoute un élément aussi qui a été souligné dans ce rapport, dont je souligne la qualité, c'est la fusion de 3 entités. CGET, EPARICA, France Numérique, qui elle-même était issue de fusion. Je dis bien de fusion et pas de fission, de fusion. On préfère cet exercice. Ce qui n'est pas un exercice simple. D'ailleurs, j'observe que quelques mois après la création de l'agence, dans un rapport collègues de l'Assemblée nationale, Hubert Wulfranc et Hélène de Courson, ils soulignent l'enjeu d'une fusion qui est celle souvent d'une culture partagée. Vous avez 3 cultures différentes, d'administrations différentes, et c'est souligné aussi dans le rapport, avec des natures de contrats très différentes et des façons même d'intervention complètement différentes. Donc il y a cet enjeu qu'il ne faut quand même pas mettre sous la table, qui est celui de créer une culture commune, là encore, dans un contexte très lié à la pandémie. Le télétravail ne favorise pas une mise en commun d'une façon de travailler, d'une façon d'être, et c'est vrai que c'est aussi un enjeu qui est de celui d'une fusion, et je crois que c'est aussi un élément de contexte qu'il faut rappeler. Malgré ça, je dis bien malgré ça, il y a le lancement, et vous l'avez indiqué, Madame la Présidente, du programme Petite Ville de demain. C'était le 1er octobre 2020. Et puis un certain nombre de déploiements de dispositifs, de programmes qui sont directement portés par la ANCT aujourd'hui. Un dernier mot sur le prétexte. Nous trouvons que ce rapport d'étonnement, ou en tout cas cette filature exigeante et bienveillante, équilibrée, est une opportunité. Ça doit être le prétexte d'une opportunité pour continuer le travail qui doit être celle de l'agence, parce que vous l'avez rappelé, c'est une jeune agence. Quand on regarde l'ANA 1971, quand on regarde l'ADEME 1991, l'ANRU 2003, le CEREMA 2010. Alors, vous allez me dire, la Banque des Territoires, c'est 2018. Mais la Caisse des dépôts et consignations, c'est 1816. Nous sommes donc effectivement une très jeune agence. Une très jeune agence. Mais par ailleurs, et je les cite à dessein, ces opérateurs, il y a aussi, dans les textes que je rappelais tout à l'heure, 5 conventions qui nous lient
avec ces opérateurs, la Banque des Territoires, l'ANA, l'ANRU, l'ADEME et le CEREMA. Et c'est là où il y a ce prétexte d'opportunité. Cette année, en 2023, il y a une écriture d'une nouvelle feuille de route et 5 nouvelles conventions avec ces opérateurs. C'est dire qu'on va pouvoir s'appuyer, en effet, sur les retours qui ont été faits pour travailler, construire, faire évoluer ces conventions qui nous lient avec des opérateurs qui agissent, bien évidemment, à l'échelle des territoires. Ça doit être aussi le prétexte, sans doute, de continuer la réflexion, qui n'est pas nouvelle, sur ce qu'on pourrait appeler le défi de l'ingénierie. Je cite à dessein, Monsieur le Sénateur, cela, puisque vous avez réalisé un rapport aussi sur les collectivités et la NCT au défi de l'ingénierie. Et vous avez rappelé dans ce travail pointu, intéressant, avec votre collègue Sophie Josiane Coste, pardon, vous avez rappelé qu'il y avait en matière d'ingénierie à la fois une forme de nostalgie, c'est-à-dire qu'on a tous, je l'ai connu aussi comme jeune élu local et des collègues ici l'ont connu, la nostalgie des DDE. Et ça se retrouve parfois même dans le verbatim ou dans l'expérience vécue qu'on peut avoir à l'échelle des territoires. Mais vous le dites aussi, pour autant, en traçant un peu ce qui s'est fait depuis, que ce soit les agences techniques départementales ou d'autres opérateurs locaux, on voit bien qu'il y a un enjeu qui est vrai, qui est celui de l'ingénierie. Et vous décrivez dans ce rapport, avec beaucoup de détails et de précision, les différents types d'ingénierie auxquels on peut être sensible, qu'ils soient des ingénieries opérationnelles, financières, de conception. Et c'est vrai qu'il y a matière sans doute, et ça doit être le prétexte, de continuer à bien définir la vocation même et la nature des ingénieries, et que la NCT, sur ce point particulier, remplit, j'ai envie de dire, sa mission, et on pourra le préciser comment. Ça doit être bien évidemment le prétexte à poursuivre le travail qui est aussi celui mené ici même au sein de la délégation des collectivités territoriales sur l'État déconcentré. L'État déconcentré. Parce que finalement, dans sa organisation même, et c'est ce que souligne d'ailleurs le rapport de l'IGA récent, il date de 2022, où il décrit finalement cette combinaison et la nécessité, bien évidemment, pour accompagner le déploiement de la NCT, de réarmer aussi l'État local, et notamment au niveau des sous-préfectures, comme le soulignent nos deux rapporteurs. Et de la même façon, il évoque même, et je trouve que l'expression est intéressante, un prototype d'État plateforme. On voit bien qu'on a sans doute allé jusqu'au bout de la définition, et même, pourquoi pas, d'essayer de généraliser cette vocation nouvelle. On évoque dans ce rapport, et vous en faites aussi référence à plusieurs reprises, des plateformes, des capacités d'offrir aux élus qui en ont besoin le meilleur niveau d'ingénierie. Enfin, pour terminer, ça me semble important toujours sur la question du prétexte, ça ne doit pas être le prétexte finalement d'oublier ce que la NCT a fait depuis son acte de naissance dans un contexte difficile. L'arbre de la notoriété ne doit pas cacher l'action menée concrète de la part de l'agence. Je n'aime pas citer les chiffres, mais quand même, ils permettent de rappeler le niveau d'intervention aujourd'hui de la NCT. 2538 maisons France Service, 1600 territoires PVD, 149 territoires d'industrie, donc 551 intercommunalités. 229 villes qui sont aujourd'hui Action Cœur de Ville. 1514 QPV, quartiers prioritaires à ville. Ce n'est pas 1400 communes, il y a parfois plusieurs QPV dans une commune. Des incubateurs de territoire dans 320 communes. 2500 tiers-lieux. 4000 conseillers numériques répartis sur l'ensemble du territoire. 838 CRTE
et plus de 1100 projets sur mesure. C'est trop tôt, c'est même prématuré de faire un bilan, mais cela traduit malgré tout l'empreinte territoriale qui est aujourd'hui celle de l'agence. Il y a donc le texte, c'est l'acte de naissance, c'est aussi ce qui fonde à la fois la cible, les missions, l'organisation de l'agence. Il y a le contexte, qu'il ne faut pas oublier, mais qui est derrière nous aujourd'hui. Et on est dans un tournant, dans une nouvelle façon de faire, et ça tombe bien, de voir le travail que vous avez réalisé. Et puis enfin, je pense qu'il y a de bons prétextes à renforcer, comme le disait Stanislas Bourron dans cette même salle lorsque vous l'aviez auditionné, il y a un enjeu d'amplification, il y a un enjeu d'organisation, il y a un enjeu de concentration, il y a un enjeu de visibilité, c'est les mots mêmes du directeur de l'agence reconnu. Il ne faut pas confondre notoriété et popularité. Ce que j'observe dans les chiffres retenus dans votre plateforme, et c'est assez intéressant, qu'il y a d'abord 74% des répondants qui n'avaient pas bénéficié de dispositifs et de programmes, mais quand ils bénéficient de dispositifs et de programmes, ils sont à plus de 95% satisfaits de la réponse qui a été apportée par rapport à leur enjeu, qui était principalement un enjeu d'accompagnement et de soutien, ce qui laisse augurer des pistes d'amélioration, mais à partir d'une base qui nous paraît intéressante. Et je terminerai mon propos, Madame la Présidente, en indiquant par ailleurs, et j'ai été sensible au titre d'ailleurs choisi par nos rapporteurs, sur la place des collectivités, la place des élus dans le dispositif, et notamment dans le conseil d'administration, en lien avec le directeur général Stanislas Bourron, qui l'avait indiqué lors de ses auditions tant à l'Assemblée qu'au Sénat. Nous souhaitons, au sein même du conseil d'administration, et c'est ma mission, mon rôle, une animation qui donne plus de poids aux représentants des différentes associations pour faire vivre le débat, faire des remontées de terrain. Et parlant du terrain, nous avons des déplacements en nombre qui sont prévus tous les deux, partout en France, pour faire vivre l'ANCT concrètement dans l'ensemble des territoires et dans la tête et les esprits de celles et ceux qui animent ces territoires. Et nous commencerons le 1er mars prochain à Évreux ce Tour de France. Et parlant du Tour de France, Madame la Présidente, sachez-le, parce que c'est quand même un signe plutôt positif. Lorsque nous avions envisagé d'organiser l'ANC Tour le 31 janvier dernier, qui n'a pas pu se faire pour d'autres raisons, nous avions 3200 inscrits. 3200 inscrits. Nous le faisons maintenant le 23 mai et nous comptons bien évidemment sur chacun pour faire en sorte qu'on ait autant d'inscriptions et avec une dominante d'élus pour faire en sorte que l'ANCT soit, comme vous le souhaitez, encore plus lisible et encore plus visible aux yeux de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Merci, Monsieur le Président. Vous mesurez l'attente des élus et l'espérance. Et je dirais, avant de passer la parole à nos deux collègues rapporteurs, Charles Guené et Céline Brun, que la valeur n'attend pas le nombre des années. Donc, je ne doute pas que la jeunesse de votre institution, voilà, elle n'est pas en tout cas incompatible avec la performance. Alors, pardon, Monsieur le Président, si des collègues doivent nous quitter, mais il y a en même temps une séance. Voilà, c'est toujours un peu compliqué le jeudi matin. Merci vraiment en tout cas. Donc je ne serai pas plus longue. Je vais d'abord passer la parole à Charles Guené et Céline Brulin. Ensuite, Bernard Delcros, sénateur du Cantal, souhaite intervenir, ainsi que Jean-Michel Houllegatte, sénateur de la Manche. Céline et Charles, voilà, up to you. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Je suis ravie que vous soyez là et quelque chose me dit que vous allez entendre de la part de nos collègues des choses que nous avons essayé de compiler dans notre rapport. On m'entend pas bien? Parce que une fois vous avoir très attentivement écouté sur le texte, le contexte et le prétexte, et je crois que nous partageons absolument en tout point ce que vous avez développé dans ces différents domaines, demeure une question qui, je crois, sous-tend un peu notre rapport, c'est dans les perspectives d'évolution que vous donnez à la NCT et à votre propre mandat, considérez-vous qu'il faille
un peu rééquilibrer les missions de l'agence entre les grands programmes nationaux qui, comme vous l'avez dit et comme nous le disons nous-mêmes dans notre rapport, sont effectivement identifiés et relativement appréciés par les élus locaux, mais qu'il manque la dimension plus ascendante qui pourrait être attendue de la NCT, c'est-à-dire comment celle-ci est en situation de répondre aux besoins qui émanent des collectivités, ou bien est-ce que, parce que peut-être j'ai mal compris, mais lorsque vous avez évoqué les textes et l'acte de naissance de la NCT, il m'a semblé, mais encore une fois sans aucune malice, que vous précisiez le champ un peu plus réduit de la NCT que peut-être ce que les élus locaux en ont comme perception. Donc, est-ce que, pour être clair, vous pensez que la NCT doit être sur un champ très réduit, enfin très réduit, réduit par rapport à ce qu'en attendent les élus locaux, ou est-ce que vous considérez qu'elle doit répondre à ce qui nous a semblé ressortir très clairement de nos auditions, c'est-à-dire qu'elle parte mieux des besoins des territoires et pas forcément moins, mais en tout cas au moins à égalité avec la prise en compte des programmes nationaux. Et dernier point, est-ce que, peut-être il est encore un peu tôt, est-ce que vous avez déjà pu regarder ce que nous préconisions plus concrètement et quelles sont les pistes qui vous semblent dignes d'être poursuivies? Merci. Oui, donc nous sommes bien sûr ravis de vous accueillir, Monsieur le Président, parce que je ne vous connais pas aussi bien que Céline pour des raisons de proximité. Donc, simplement sur le plan de la forme peut-être, on a trouvé, enfin on a cru entendre que notre rapport avait été ressenti comme un peu dur sur le plan des verbatims et tout cela. Nous avons souhaité rendre le plus possible ce que nous avons entendu, parce qu'il faut savoir aussi que, j'allais dire, la tentation était grande de jeter le bébé avec l'eau du bain, et donc nous avons souhaité être fidèles à ce que nous avions entendu, de manière à ce que nos préconisations puissent se situer dans un contexte, je veux dire, de réalité. Ça, c'était une petite explication. Simplement sur le fond, je crois que pour nous, la NCT, sur le plan de, on va dire, de sa transmission des politiques publiques, je crois qu'on peut dire dans ce domaine, bon, elle a plutôt réussi son travail, et la critique ne porte pas trop sur cet aspect-là. Je crois que il ne porte pas non plus de trop sur l'autre aspect qui est celui de la NCT comme recours, je veux dire, au plan national, à des organismes qui sont capables de répondre à des questions d'ingénierie de deuxième génération, si vous voulez. Mais je crois que le défaut le plus important, ou plutôt ses carences, portent surtout sur les quelques 30 ou 40 départements, on ne sait pas exactement, où effectivement l'ingénierie n'a pas trouvé sa place, et où quelque part l'organisation territoriale est très souvent, on va le dire clairement, soit on va dire les conseils départementaux qui souvent étaient à la tête, enfin étaient bien placés pour réaliser des agences, ou quelquefois c'est la structure des départements avec une faiblesse due à la ruralité qui ne l'a pas permis. Donc c'est plutôt dans ces départements-là que les questions se posent, et dans la réponse, on a ressenti que c'était aussi, ça tenait beaucoup à, on va dire,
la qualité de la réponse qu'entendaient de donner les préfets. Et je crois que c'est très important. Et on a même évoqué avec monsieur le directeur les problématiques que ça pose au niveau d'une tutelle qui n'est pas le ministère de l'Intérieur, mais qui, je veux dire, les liaisons. Et je crois qu'à ce niveau-là, il y a encore beaucoup à faire. Et c'est simplement un petit peu un rappel de l'architecture un peu de notre rapport que je souhaitais vous formuler là à nouveau. Merci. Président, un écho à nos rapporteurs et ensuite Bernard Delcros et donc Jean-Michel Houllegatte. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Alors, pour répondre à Céline Brulin, dans les textes, il est bien noté qu'il y a des cibles prioritaires. C'est le mot prioritairement qui est souligné. Et il est précisé aussi, notamment dans le décret, que l'agence agit sur toute la France. Sa zone d'intervention est toute la France, bien évidemment. Bien évidemment. Mais pour autant, il y a aussi des missions qui sont précisées, 3 principales missions dans le texte. Il est aussi décrit, et d'ailleurs ça fait l'objet de beaucoup de discussions au moment de l'examen de la proposition de loi, de cette notion que vous avez rappelée, qui est celle ascendante et descendante. Ascendante, c'est vrai que c'est partir de la vision que portent des élus à l'échelle de leur territoire et de pouvoir bénéficier d'abord au niveau local, et si le niveau local n'est pas suffisant, mobiliser des moyens d'expertise au niveau national pour accompagner l'ingénierie de conception des projets issus du territoire. C'est le fameux sur-mesure qu'il faut sans doute, et vous nous en faites la proposition, et c'est un des axes sur lequel on doit travailler pour la nouvelle feuille de route, en effet, d'être encore plus fort sur le sur-mesure. Sur l'aspect descendant, c'est-à-dire un certain nombre de politiques nationales ou de décisions, je rappelais tout à l'heure le bilan, quand on regarde les maisons France Service, quand on regarde objectivement le déploiement de petites villes de demain, mais quand on prépare déjà, j'ai envie de dire, l'autre génération d'Action Cœur de Ville, ou même le fait, et vous connaissez très bien cette situation, ces enjeux qui sont ceux des territoires d'industrie, ce sont plutôt des dispositifs et des programmes qui sont bien appréciés, qui trouvent pour le coup leur utilité, mais qui, pour certains, méritent déjà qu'on s'engage sur un second souffle, une autre façon d'intervenir, ou une façon tenant compte aussi du retour d'expérience. Dans les propositions que vous faites d'ailleurs, il y a beaucoup de propositions qui souhaitent rapprocher l'agence des élus locaux. Je vous le dis, c'est le sens même du mandat que j'ai obtenu du dernier conseil, enfin du conseil d'administration du 13 décembre, et l'ensemble des représentants des différentes associations d'élus ou de collectivités portent le même message, et c'est cela qui me semble en effet essentiel. Et vous faites en la matière plutôt des propositions qui vont dans ce sens-là. On a aussi, et vous l'avez pointé, et j'associe cette réponse avec ce que vient d'exprimer le sénateur Charles Guéné sur la question finalement de l'État local, de l'État déconcentré. Et c'est là où il y a, me semble-t-il, encore un travail qu'il faut qu'on mène, sans doute peut-être au niveau de l'instruction, au niveau des messages et des façons de faire, parce que finalement, et c'est sans doute un paradoxe, c'est qu'on avait une première instruction qui était assez large finalement, qui laissait toute latitude pour organiser ce guichet unique, cette rencontre entre les élus locaux et d'abord l'État local. On s'aperçoit finalement, et vous le soulignez d'ailleurs à juste titre dans votre rapport, que c'est inégal. Vous souhaitez même que sur les adjoints, il y ait plus de DTT ou des DTM, etc. Donc on est d'accord là-dessus. Je pense qu'il y a vraiment une granulométrie, un niveau d'intervention, une façon d'organiser la NCT localement qui doit être repensée, et ça, vous le soulignez avec beaucoup d'intérêt. Et puis, il y a ça aussi, je réponds au sénateur Chagané sur la question des départements qui seraient moins concernés quelque part. Vous dites il faut terminer les recensements départementaux de l'ingénierie. Oui, on est d'accord.
Et c'est aussi un travail que l'on souhaite mener pour aller dans ce sens. Il y a aussi, et ça me paraît essentiel, l'animation et la vie des comités locaux de cohésion territoriale. C'était une avancée du Parlement. C'est un souhait exprimé par beaucoup de sénateurs et de députés qu'on puisse, à travers cela, organiser localement le bon niveau de réponse en termes d'ingénierie, avec l'ensemble des opérateurs. Et là aussi, je pense qu'il y a besoin, dans cette animation, parce qu'elle est inégale d'un département à l'autre, de pouvoir l'encourager. Il y a aussi, et ça fait écho aussi avec la question que posait tout à l'heure notre présidente, c'est la question de la coordination qui relève de la responsabilité du directeur général avec l'ensemble d'opérateurs avec lesquels nous conventionnons. Il y a aussi cet enjeu-là que vous signez l'un comme l'autre. Donc c'est en cela que, je le répète, je le disais tout à l'heure, ce travail de filature, plutôt filature version textile, c'est-à-dire que ça nous aide à transformer une matière et c'est le prétexte plutôt à aller dans le sens d'une amélioration en retenant un certain nombre de propositions que vous avez formulées. Merci, Monsieur le Président. Juste avant de passer la parole, ce que l'on ressent, c'est cette idée que nous avons organisé en silo l'assistance en matière d'ingénierie, le CEREMA, l'ADEME. Donc, vous voyez, c'est comme dans un supermarché, vous avez le rayon produits frais, le rayon, etc. Voilà. Et que, Monsieur le Président, moi j'aime beaucoup votre définition de la filature ou le sens que vous en avez. Je pense qu'il y a à la fois aussi de la filature composée de fibres mixtes. Vous voyez, ce qui n'a rien à voir avec la qualité du lin normand. Mais que nous voyons que il y a une vraie difficulté qui naît à la fois des agences qui sont spécialisées et du fait qu'il n'y a pas vraiment de chef d'orchestre. Et que donc, il faut savoir, avant que la commune ait identifié le besoin qu'elle a et le mal dont elle souffre, il faut déjà choisir le spécialiste. Et que je pense qu'on a un vrai sujet autour de ça, la déconcentration, vous l'avez dit, ce besoin d'ascendance, c'est-à-dire on part des territoires, et je sais que vous partagez ça, et en même temps, à un moment d'avoir un guichet unique où il y a quelqu'un qui fait un diagnostic des besoins que le territoire a et qui choisit l'interlocuteur, sachant, on l'a dit, que l'ingénierie, elle se décline. On a de l'ingénierie en matière d'expertise. Je pense par exemple au travail que l'on avait fait sur la sécurité des ponts. Vous voyez, on peut avoir de l'ingénierie financière, mais aujourd'hui, on va avoir un besoin d'ingénierie qualitative sous forme d'AMO, avec les investissements que les collectivités vont être amenées à faire en matière de transition écologique pour mesurer la pertinence de la dépense, c'est-à-dire avant d'engager des milliards en transition écologique en faisant des investissements conséquents, quelle est la pertinence, parce que quel est l'effet d'eux. Et donc nous, notre sujet, c'est de dire comment, avec tout ce qui existe, qui est pour moi assez colossal, mine de rien, on arrive à être performant, efficace, en circuit court, c'est ça un peu notre sujet. Et donc, on reparle de cette idée. Alors, le mot fusion est peut-être maladroit, malheureux, j'en sais rien, mais en tout cas, il faut qu'on se transforme. Et moi, j'aime beaucoup votre idée. Il faut qu'on se transforme pour tricoter, filer, diraient certains, le bon coton. Alors, pardon, Bernard Delcros et Jean-Michel Houllegatte et Franck Montaugé. On va peut-être prendre vos 3 questions, chers collègues. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, félicitations, Monsieur le Président, pour votre élection et Monsieur le Directeur pour votre nomination. Et merci de cet échange au moment où vous prenez les rênes de la NCT, qu'on puisse avoir cet échange pour tout simplement vous transmettre le vécu du terrain. Alors, vous avez dit, Monsieur le Président, et je partage ça évidemment, la grande affaire de la NCT, c'était l'ingénierie. Et c'est vrai que quand la NCT a été créée, et j'étais moi plutôt favorable à cette idée, l'idée c'était de répondre à un besoin d'ingénierie sur les territoires, principalement auprès des plus petites collectivités. Parce que les métropoles, les grandes villes ont les services et l'ingénierie. Sauf que les écarts en matière d'ingénierie au niveau des territoires entre les grandes collectivités et les petites créent des disparités
et renforce les inégalités territoriales dans l'accès à un certain nombre de programmes, de subventions ou de capacités de monter les projets et de politiques de développement. Et sur ce plan-là, et le rapport fait par nos deux collègues le montre, il faut bien constater que les résultats ne sont pas au rendez-vous. L'objectif n'est pas atteint. Et dans nos départements, je pense particulièrement à nos départements ruraux, l'immense majorité des maires des petites communes ne savent pas toujours que la NCT existe, et quand elle existe, n'ont pas vu de plus-value à la création de la NCT. C'est ça la réalité de ces petites communes. Et donc, sur ce premier point, ma question, c'est comment pensez-vous, au moment où vous prenez les rênes, en quelque sorte, de la NCT, comment pensez-vous répondre à ce constat et répondre finalement aux besoins qui avaient justifié la création de la NCT. Comment faire en sorte que ces petites collectivités, ces petites communes, celles qui sont le plus en difficulté dans l'accès à un certain nombre de choses, et Charles Guenet le disait tout à l'heure, ça devient de plus en plus compliqué et les besoins d'ingénierie sont toujours plus forts. Ils ont évolué au fil du temps, depuis la TESAD jusqu'à aujourd'hui. Les besoins en matière d'ingénierie pour les petites communes sont sans commune mesure. Donc comment pensez-vous faire pour essayer de réorienter les choses ou d'agir? Alors on est d'accord, et ça a été noté dans le rapport, que les choses sont différentes suivant les départements, suivant l'investissement des préfets, les organisations qui ont été mises en place à l'échelle départementale. Mais malgré tout, ce qui ressort, c'est que très majoritairement, les petites communes n'ont pas vu pour elles, de leur point de vue, le bénéfice ou l'intérêt de la NCT. Donc comment répondre à ça, et comment répondre finalement à ce qui était vraiment le besoin de départ et ce qui a justifié la création de la NCT. Alors, après, vous citez dans le bilan de la NCT beaucoup de choses qui ont été réalisées, programme Petite Ville de demain, CRTE, Cœur de Ville, et j'en passe, conseiller numérique. Alors, tout ceci, ce sont des programmes nationaux qui sont super intéressants et utiles. Et du coup, c'est vrai que les communes qui ont bénéficié des programmes Petite Ville de demain identifient bien la NCT et le rôle qu'elle peut jouer, les maisons France Service. Il n'empêche qu'il existait des programmes nationaux qui fonctionnaient avant que la NCT existe. On pourrait en citer les pôles d'excellence rurale ou autres, des emplois aidés auprès des collectivités. Bon, tout ça, ça existait. Donc, en fait, comment identifier la plus-value apportée par la NCT à l'ensemble de ces politiques publiques? Donc voilà, en gros, j'ai ces deux questions. Comment, après 3 ans d'existence et après un constat sur le fait que l'objectif pour les petites collectivités et les petites communes n'est pas atteint, ça, il est partagé par tous, ce constat, comment faire pour que la NCT puisse vraiment répondre à ce besoin, et deuxièmement, sur, d'une façon plus générale, les programmes, les politiques publiques nationales, comment faire en sorte qu'il y ait que soit ressenti, qu'il y ait une réelle plus-value à la présence de la NCT et des programmes que je soutiens et qui sont utiles sur le territoire, PVD et d'autres, les conseillers numériques, évidemment qu'il faut les maisons France Service, mais il existait des MSAP avant, même si on est monté en gamme. Donc voilà, mes deux questions portent essentiellement là-dessus. Merci Madame la Présidente. Nous sommes en février, mais je continue à vous souhaiter donc tous mes voeux de succès, notamment dans vos missions, et puis je dirais de dynamisme que vous voulez insuffler donc à la NCT. Ma question va être une question qui va bien évidemment concerner l'ingénierie. Alors, les deux ministères de la transition écologique d'un côté et énergétique de l'autre viennent de publier pour le Fonds vert un guide à l'intention des décideurs locaux. Dans ce guide, d'ailleurs, c'est assez élogieux, puisque le 13e axe, c'est l'appui en ingénierie. Et il est mentionné que 26 départements sur les 101 départements sont dépourvus de compétences et de l'expertise nécessaire à la conduite de projets complexes et multi-acteurs. Donc c'est déjà une reconnaissance qu'il y a un manque d'ingénierie déjà de la part des départements. Ceci dit, si on revient un peu au Fonds vert, on s'aperçoit, et pour continuer à filer la métaphore, c'est que vous avez 3 types d'actions. Vous avez ce qu'on pourrait qualifier de la haute couture, donc des projets très complexes, notamment tout ce qui concerne la prévention des inondations, que ce soit PAPI ou GEMAPI, que ce soit le recul du trait de côte, et ainsi de suite. OK, il faut une ingénierie particulière, spécifique. Vous avez, pour reprendre l'expression de l'ancienne ministre, vous avez ce qu'on pourrait appeler du cousu humain.
d'une certaine façon, qui demande cette fois-ci aussi d'une ingénierie particulière, parce que le coût humain, il doit s'adapter aux conditions locales. Alors ça peut être comment dirais-je, tout ce qui concerne un peu la rénovation énergétique des bâtiments, et ainsi de suite. Et puis vous avez une troisième catégorie qu'on pourrait qualifier de prêt-à-porter, qui ne sont pratiquement plus des projets, mais qui sont des opérations qui peuvent être itératives et récurrentes. Alors, à ce titre, vous avez parlé de l'enjeu de la visibilité. N'y a-t-il pas un enjeu de ce qu'on pourrait appeler de la diffusion? Et j'ai vu sur votre site que vous avez mis en place ce qu'on appelle une projet Totech. Donc cette Projetothèque, elle est bien, elle est, je dirais, minimaliste, dans la mesure où c'est plus un catalogue d'actions qui peut donner des idées d'ailleurs à des élus locaux, mais elle n'est pas tellement opérationnelle en termes d'ingénierie. Donc ma question c'est, est-ce que vous pensez que cet enjeu de la diffusion, l'outil de la Projetothèque, à condition qu'il soit beaucoup plus complété, c'est-à-dire qu'on ait véritablement des fiches projets avec les partenariats qui ont été mobilisés, les coûts d'opération, ainsi de suite, qui sont des opérations itératives qui peuvent tout à fait s'appliquer à des axes qui sont développés dans le Fonds vert. Je pense par exemple à l'accompagnement de la stratégie nationale de la biodiversité 2030, où on peut faire tout un tas de choses. Sur tout ce qui est bien évidemment déchets, on peut faire tout un tas de choses qui ont déjà été faites ailleurs à les reproduire. Donc cet enjeu de la diffusion vous semble-t-il important et comment compteriez-vous le développer? Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président pour votre présentation très complète. Je voudrais aborder deux sujets qui ne sont pas du même ordre. Je voudrais savoir, au-delà des moyens de la NCT sur le terrain que vous avez évoqué, comment vous évaluez l'action sur le terrain de la NCT, de ses différentes composantes, sur quelle base d'indicateurs? En posant cette question, j'ai en tête, vous savez, ce que certains géographes ont théorisé en évoquant la notion des deux France, etc., d'une France qui serait voilà, dans la modernité et d'une autre qui serait oubliée ou dans le déclin. Voilà, on en pense ce qu'on veut, mais voilà, de la part de certains de nos concitoyens, notamment en zone rurale ou très rurale, c'est quand même quelque chose qui est ressenti. Donc j'aurais voulu savoir comment vous procédez à cette évaluation finalement du C de NCT, de la cohésion territoriale, sur quoi c'est basé. Est-ce que c'est basé sur, le cas échéant, sur des indicateurs quantitatifs et est-ce que vous ne pensez pas que des indicateurs qualitatifs procédant d'enquêtes de terrain permettraient aussi de progresser sur cet aspect d'évaluation. Voilà, la dimension à la fois, je dirais, pratique et sociologique, si ce n'est sociétale, du sujet, qui me paraît quand même au cœur de la mission et de l'objectif central de la NCT. Et ma deuxième question, qui est beaucoup plus pratique, je me suis toujours interrogé et j'ai jamais compris pourquoi, si ce n'est pour des raisons budgétaires, de limitation budgétaire, la démarche territoire d'industrie que vous avez évoquée était réservée finalement à certains territoires périphériques aux métropoles et qu'on laissait de côté des pans entiers du territoire qui sont le réceptacle d'entreprises industrielles qui concourent à l'économie nationale comme n'importe quelle entreprise industrielle sur le territoire. C'est une situation qui est assez aberrante pour moi, inéquitable si ce n'est injuste, même s'il faut reconnaître que voilà, les régions, la plupart des régions accompagnent ces entreprises quand c'est nécessaire. Voilà, mais voilà, vous avez évoqué le sujet. Est-ce que vous avez l'intention, auprès des agences qui gèrent ce dispositif, d'avancer là-dessus et de rendre éligible finalement l'ensemble du territoire national et non pas quelques entreprises parce qu'elles sont à tel endroit géographique du territoire national? Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Je vais tenter de répondre aux différentes questions qui ont été posées. Alors d'abord, sénateur Bernard Delcros sur le besoin d'ingénierie, notamment pour les plus petites communes. Rappeler une décision qui a été prise par le conseil d'administration de la gratuité pour les communes de moins de 3500 habitants, de l'appui en termes d'ingénierie. Ça, c'est quand même une offre intéressante parce que quand il y a défaut d'ingénierie, ce n'est pas simplement dans des communes que vous citez, un défaut qui serait celui de la NCT. C'est tout type d'ingénierie finalement. Même
dans des territoires où existeraient des agences techniques départementales, ici des SAUE, là d'autres dispositions. Donc on voit bien, quelque part, et ça renvoie au travail qui a été réalisé, je le disais tout à l'heure dans ce rapport par Charles Guéné, on a bien un défi d'ingénierie qui relève non seulement de l'ANCT, mais de l'ensemble des opérateurs qui œuvrent en la matière. On a quand même, je le disais tout à l'heure, 1100 collectivités qui ont été accompagnées dans le cadre de l'aspect sur-mesure, et parmi lesquelles des petites communes. Ça paraît important. Quand on évoque PVD, vous l'avez fait, Petite Ville de demain, sur les 1600 territoires qui sont concernés, on a quand même une cible, c'est les communes de moins de 20 000 habitants, et parmi elles, c'est même les très petites communes. On a pour la première fois, dans un dispositif de cette nature qui, je le rappelle, se concentre sur la question de la revitalisation des centres-bourgs et des centres-villes, des strates de collectivités qui jusqu'alors n'avaient pas été impactées ou concernées par des dispositifs de cette nature, où il y a une concentration de moyens pour vraiment redynamiser, revitaliser leur centre-bourg. D'ailleurs, Petite Ville de demain est une des mesures nombreuses de l'agenda rural, qui est un objectif qui semble essentiel. Et quand vous citiez tout à l'heure, à juste titre, les 4000 conseillers numériques, quand on regarde concrètement où ils sont implantés, c'est justement souvent dans des territoires ruraux. Mais malgré tout, et là vous avez complètement raison, il faut faire ce travail de prise en considération à l'échelle de la maille des petites villes, des très petites villes, des territoires ruraux, de ce que la NCT concrètement peut apporter. C'est le travail même des comités locaux de cohésion des territoires, dans lesquels figurent, je le rappelle, non seulement un ensemble d'opérateurs, mais les associations d'élus. La MRF, les associations départementales des maires siègent à juste titre au sein même de ces comités, donc sont aussi des ambassadeurs de ce qu'il s'agit de faire. Je pense que la capillarité, la capacité collectivement qu'on peut avoir à faire connaître auprès de l'ensemble des communes par ce biais-là, et le biais des associations d'élus, qui représentent l'ensemble des collectivités, est un biais qui est intéressant à ce niveau-là, et c'est le niveau départemental. Et par ailleurs, puisque vous le signez, je n'ai pas voulu être long dans la présentation déjà du bilan qui est celui de l'ANCT au jour d'aujourd'hui, mais vous avez par exemple un dispositif Avenir Montagne Ingénierie, c'est-à-dire là pour le coup qui est complètement adapté à une problématique qui est forte, et notamment sur des territoires dans des massifs, où l'enjeu pour le coup, à la maille fine, celle que vous connaissez, me paraît aussi essentiel. En fait, c'est un des paradoxes, et qui est un peu souligné, mais c'est parfois contradictoire, on est tous soumis parfois à des injonctions contradictoires, c'est qu'on voudrait du guichet unique avec la formule magique, et en même temps, quand on veut s'adapter à la nature et à la demande de chacun des territoires, on fait vraiment du sur-mesure, et quand on fait du sur-mesure, on voit bien qu'on a du coup des dispositifs et des niveaux de réponse bien adaptés. Avenir Montagne Ingénierie, on fait partie. Avenir Montagne Ingénierie, dans ma commune, je ne le solliciterai pas. Je pourrais vous dire que je ne le connais pas du coup. Non, simplement parce que ce n'est pas adapté à mon territoire. Je peux avoir d'autres problématiques. Vous voyez, donc c'est ça la vraie difficulté. Mais le guichet unique, il ne passe pas par la mesure unique, il passe par le préfet, qui est le délégué territorial, et c'est lui qui doit, soit dans l'État local, en lien avec les opérateurs locaux, parce qu'il y a aussi des organisations départementales, je pense à l'ANA, notamment à l'ANRU, mais après, s'agissant du CEREMA, de l'ADEME, c'est plutôt au niveau, à la maille régionale, il y a nécessité aussi de les faire intervenir. Et puis ensuite, il y a, quand on ne trouve pas, j'ai envie de dire, localement autour de soi, les compétences et le bon niveau d'expertise qui s'adaptent à la demande, eh bien, solliciter l'expertise parce qu'elle est réelle, avec la diversité des compétences qui sont au niveau de la NCT, au niveau national. C'est ça qu'il faut enclencher. La question aussi de Jean-Michel Houllegatte, alors à la fois sur le fonds vert, et c'est intéressant parce que ça permet d'indiquer que justement, il est prévu une enveloppe de 15 millions d'euros, 25 millions d'euros, pardon, qui doit permettre, qui sera déconcentrée à la main des préfets, qui sont en tant que délégués territoriaux de la NCT, pour accompagner les collectivités à répondre, à solliciter, comme vous le suggérez, je pense que c'est ça qu'il faut faire,
de pouvoir profiter du fonds vert, notamment sur les friches, sur un certain nombre d'enjeux de renaturation, etc. Parce que malgré tout, il faut le signer, dans les 14 items, en tout cas dans les cibles qui sont, on est déjà dans un début de simplicité. Hein. On a tous en mémoire un certain nombre de complexités qu'on pouvait rencontrer parfois pour solliciter telle ou telle aide. Là, on est presque dans quelque chose qui a ressemblé à l'amortisseur électricité ou autre. Donc je pense que c'est ça qu'il faut viser. Mais là, mieux, et là on est peut-être à l'amorce de ce que vous souhaitiez dans votre rapport comme proposition, c'est-à-dire que les préfets, qui sont les délégués territoriaux de l'agence, puissent bénéficier d'enveloppes déconcentrées pour mobiliser et accompagner ou soutenir les collectivités en termes d'ingénierie. Là, on est dans le concret et on est quelque part à un début de réponse qui va dans le sens de ce que nos rapporteurs souhaitaient par ailleurs. Je le dis aussi, et c'est important, et vous l'avez souligné, Jean-Michel Houllegatte, il y a la Projetothèque, 130 projets, on va la nourrir. Il y en a beaucoup plus, heureusement, vous l'imaginez. Ça va dans le sens un peu de ce qui est souhaité dans la solution aux élus, vous savez, la plateforme des solutions. Parce que ce qui est important aussi, parfois, on connaît des maires dans des communes plus petites qui se disent, je cite, « c'est pas pour nous ». Ils disent, ça ne va pas être possible, ça sera trop compliqué, je ne pourrai pas faire. Et je pense que quand il y a, les maires parlent aux maires, quand il y a des maires qui, dans leur expression, montrent qu'ils ont pu faire, et comment ils ont pu faire, et grâce à quelle mobilisation d'opérateurs, ça peut aussi faciliter, en tout cas, ce que vous souhaitez en termes de mobilisation, et le fait aussi que ça soit plus simple, et qu'on soit dans la facilitation qui était demandée. Enfin, par rapport aux questions de sénateur Franck Taillet, dire que oui, bien évidemment, il faut observer, c'est d'ailleurs une des missions aussi qui a été confiée à l'ANCT avec Observatoire de la politique de la ville, mais Observatoire aussi des territoires. Il y a un document récent qui a été présenté au conseil d'administration, c'était le 13 décembre 2022, qui était un travail vraiment très fourni. Et Madame la Présidente, on sera très heureux de pouvoir le présenter, sur les ruralités. J'insiste au pluriel. C'est une cartographie vraiment très, très pertinente. Les parlementaires qui siégeaient au conseil d'administration, Assemblée nationale et Sénat, ont souligné la qualité et le bon niveau d'intervention, c'est-à-dire une façon de voir les ruralités avec des prismes complètement différents, par le biais aussi de l'industrie, par exemple, parce que je rejoins à 200%, 70% des emplois industriels sont dans les villes de moins de 20 000 habitants. C'est ça la réalité objective, et on est plusieurs issus de territoires de vallées industrielles. Et ces vallées, elles ne sont pas forcément dans les grandes métropoles ou les grandes agglomérations. Donc il y a ce maillage-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 149 ou 150 territoires d'industrie qui touchent quand même 551 interco, mais on arrive au bout de cette démarche territoire d'industrie. Première version. Il y a une autre version qui doit être travaillée, en lien d'ailleurs avec Intercommunalité de France, qui est bien évidemment très sensible, et on le comprend sur la dimension développement économique, mais aussi en lien avec les régions, parce qu'on a oublié de le dire dans l'échange qu'on a depuis tout à l'heure. Il y a deux collectivités qui nous paraissent essentielles aussi dans le travail qu'on doit mener, c'est les conseils départementaux et les régions. Parce que ce sont aussi, d'une façon ou d'une autre, les départements, enfin les conseils départementaux qui sont les premiers financeurs des communes, qui sont en lien permanent avec les communes. Donc elles ont un rôle, dans 75 départements, il y a des agences territoriales, techniques départementales, pardon. Elles sont aussi les premiers financeurs des CAUE. Donc, et on conventionne avec les départements, qui sont aussi partie prenante dans les CRTE, etc. Mais de la même façon, les régions sont les premiers partenaires des EPCI, sont, avec le SRADET, des aménageurs du territoire, et bien évidemment, ils ont aussi leur contractualisation avec les territoires, dans des contrats de territoire. Donc on voit bien qu'il y a besoin, et d'ailleurs elles ont leur place, c'est même prévu dans les textes, notamment autour de la conférence régionale des financeurs, qui est le bon niveau, et c'est là où on doit mobiliser aussi, et ça aidera sans doute à une meilleure visibilité et une meilleure lisibilité, c'est si ces deux collectivités que sont le département et la région, eh bien, sont aussi autour de table et viennent aussi, j'ai envie de dire, ajouter leur valeur ajoutée à la valeur ajoutée
et qui est celle de la NCT. Très bien. Chers collègues, pour clore cet échange, je voudrais vraiment, Monsieur le Président, vous remercier du temps que vous nous avez consacré. Vous dire, vous le sentez, l'espérance qui est la nôtre, et à chaque fois le souci d'évaluer, parce que vous rappeliez le texte quand l'ANCT a été créée au Sénat. Dans les débats, il y a eu aussi un certain nombre, quand je dis de réserves, de remarques et d'observations sur le fait que l'ANCT pouvait être considérée soit comme l'agence d'ingénierie de cohésion des territoires, et que donc la diversité des besoins d'ingénierie et d'expertise se trouvait au sein de tout cela, et des observations sur le fait que des structures importantes dont vous avez parlé, l'ANA, n'était pas dans les choses là. Moi, je ne crois pas forcément que le big is beautiful et qu'il est efficace, c'est-à-dire croire qu'en mettant tout le monde dans un même ensemble, on va gagner en efficience, c'est un peu trop simple pour être efficace, et que la lourdeur n'est pas synonyme d'agilité. Donc je comprends et j'entends la pertinence d'une composition des ingénieries un peu thématique. Toutefois, l'enjeu quand on fait ça, c'est d'avoir une cohérence et d'avoir un souci d'efficacité et d'articulation. Alors, je sais votre volonté, je sais celle du directeur, et moi je ne critique pas ce qui a été fait précédemment, pas du tout, mais vous savez bien que les uns et les autres, on porte vraiment ce souci de comment peut-on mieux faire, parce qu'il y a une exigence, et vous la portez dans votre nom, de cohésion des territoires, et que je pense qu'aujourd'hui, il est très important que l'ingénierie complexe et diversifiée dont on a besoin, elle soit là pour accompagner les collectivités qui elles-mêmes doivent aussi faire ce qu'elles ont à faire. Et que les intercos, aujourd'hui, en tout cas, je citais l'exemple de la communauté d'agglomération de Saint-Malo, qui est composée, comme beaucoup d'intercos de villes de taille différentes, a créé une fonction d'ingénierie qui est une sorte de fonction d'AMO au service des plus petites communes, parce que cela permet aussi d'encourager des mutualisations et le regard dont vous avez parlé, d'échanges de bonnes pratiques et de solutions qui nous viennent aussi de l'inspiration des uns et des autres. Mais je crois que tous les travaux que nous conduisons au Sénat, l'analyse de ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire, les rapports de nos collègues sur les services déconcentrés de l'État, qui s'intitulait « À la recherche de l'État dans les territoires », et ce n'est pas une formule malveillante, le travail que nous menons avec, dans le cadre de la mission Larcher, l'enjeu de la transition écologique, me font dire que je pense que dans notre pays, on peut être absolument génial et très performant, mais qu'en tout cas aujourd'hui, on a une obligation de résultat et d'une dépense qui soit pertinente, c'est-à-dire collectivement, je pense qu'on a des optimisations de dépenses à faire et d'intelligence, et que, encore une fois, je pense que si la NCT est excellente aujourd'hui dans l'accompagnement et la mise en œuvre des programmes d'État, vraiment, voilà, peut-être que c'est cela sa mission. Est-ce qu'on la redéfinit ainsi? Est-ce qu'on l'élargit? Et comment les uns et les autres travaillent de manière intelligente et rapide, en circuit court et surtout en circuit d'efficacité, au-delà de ce que vous faites naturellement, parce que vous êtes tous positivement intelligents, des comités de concertation qui font que, je ne sais pas si vous étiez là quand je citais ce que j'ai vécu, parce que j'étais des deux côtés de la barrière, quand j'étais élue et qu'on devait accueillir une entreprise et qu'autour de la table, il y avait la région, il y avait le département, il y avait la CCI, il y avait beaucoup plus de représentants d'institutions que de représentants d'élus ou des entreprises. Il se trouve que j'ai aussi travaillé dans une chambre de commerce et qu'en même temps, je me disais, mais quand même, on passe beaucoup de temps, back-office, à s'articuler avec la structure, machin, pour que l'entreprise ne voit pas la filature qu'il faut faire
enfin le travail de filature qu'il faut faire derrière pour être performant. Donc, vraiment, nous, on a une impatience sur ce sujet. Il s'agit d'incriminer personne, mais je crois que nous la partageons, mais que vraiment, aujourd'hui, il est nécessaire et d'être aussi dans une cohérence et un service de l'État où nous voyons qu'il y a nécessité de muscler l'échelon départemental ou les sous-préfectures pour que les réponses, elles soient là, et qu'un maire, quelle que soit la taille de sa commune ou une petite interco, ait bien le même regard porté sur lui de l'État et de ses infrastructures qu'un maire qui est chef-lieu de département et président d'une métropole. Donc alors, nous aurons... Alors, vous faites partie de nos marronniers, comme on dit dans la presse. Voilà. Donc, nous aurons sans doute à nouveau un rendez-vous annuel, puisque nous avons vraiment ce souci d'exercer voilà, cette mission d'évaluation et d'échange, et nous sommes naturellement à votre disposition pour croiser nos regards et qu'ensemble, les uns et les autres, dans nos fonctions, nous servions notre pays et nos territoires, parce qu'il en va d'un enjeu de démocratie et de confiance de nos concitoyens dans l'efficacité de l'action publique et de l'engagement des élus, parce que vous savez qu'en 2020, 110 communes n'ont pas eu de candidat aux élections. En 2014, c'était 80 et qu'aujourd'hui, les démissions se succèdent. Alors, pour des raisons multiples et variées, vous avez évoqué ce phénomène très important, c'est-à-dire les élus n'ont pas pu non plus s'emparer et s'engager dans des choses parce que les équipes n'étaient pas assez constituées, mais on a vraiment un sérieux et grave sujet qui nous préoccupe tous. Merci vraiment, Monsieur le Président, cher Christophe. Merci, Monsieur le Directeur. Monsieur Béchu.